Welcome back dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui de quoi allons-nous parler? On va parler de comment on peut faire pour décrocher une bourse d'études. Donc moi j'ai réussi à obtenir une bourse d'études pour partir étudier en Allemagne. Donc cette vidéo s'intéressera spécifiquement à cette bourse d'études en particulier, notamment du point de vue des ressortissants français souhaitant aller étudier en Allemagne. Qu'est-ce qu'une bourse déjà? Parce que c'est pareil que la bourse du Crous. Donc il faut savoir que la bourse du Crous, en fait, c'est vraiment pour les étudiants qui vivent en France sur critères sociaux. Donc ça va être selon les revenus des parents, selon que votre domicile principal soit plus ou moins éloigné de votre école, etc. Qu'une bourse d'études, en fait, c'est vraiment un autre pays qui va offrir des subventions à des étudiants pour qu'ils viennent étudier dans l'autre pays, pour augmenter l'attractivité de leur pays, mais également ils font un pari sur le futur de lorsque ces jeunes seront diplômés, peut-être qu'ils vont rester sur place pour pratiquer le diplôme qu'ils viennent d'obtenir. C'est non seulement gage d'attractivité, d'excellence académique, mais également de gains économiques éventuellement sur le long terme. Et pour les boursiers donc qui obtiennent les bourses d'études, quel est l'avantage? Donc la plupart du temps, c'est tout simplement ils vont recevoir un montant d'argent pour pouvoir étudier. Donc on va prendre en charge financièrement une partie de leurs études. Donc moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup vu lorsque j'étais allée en Afrique du Sud. Il y avait beaucoup de Sud-Africains qui recevaient des bourses américaines pour pouvoir étudier donc en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment quelque chose qui existe beaucoup, qui existe dans pas mal de pays. Et en fait, beaucoup de pays disposent de bourses pour pouvoir attirer en fait des étudiants. Donc ça peut être des étudiants, mais aussi des chercheurs, etc. Dans cette vidéo, moi, je vais vous parler plus spécifiquement de la bourse du DAAD parce que c'est celle que j'ai obtenue et notamment du point de vue français, c'est-à-dire, encore une nouvelle fois, les ressortissants français souhaitant partir étudier en Allemagne. Le DAAD ne se cloisonne pas à la France, ils ont des programmes de bourse pour plein d'autres pays. C'est simplement que moi j'ai candidaté au site de DAAD France. Concrètement, en fait, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les étapes une par une que j'ai dû faire pour pouvoir obtenir cette bourse. Parce qu'en fait, il faut savoir que avant de candidater, il faut avoir un projet d'études et savoir dans quelle formation on s'engage. On ne peut pas candidater sans avoir de structure en tête. Et donc moi, c'est quelque chose qui a été assez difficile à faire pour la simple et bonne raison que j'ai connu la bourse assez tardivement et les périodes de candidature étaient sur le point de fermer. La première chose à faire, c'est de regarder votre éligibilité. Est-ce que vous êtes éligible à une bourse du DAAD? Donc en fait, il existe déjà même plusieurs bourses au sein du DAAD France. Par exemple, vous pouvez avoir une bourse pour étudier l'allemand, vous pouvez avoir une bourse pour la recherche. Et donc moi, en l'occurrence, j'ai fait une bourse pour les études, donc notamment pour le programme de master. Et pour cela, les critères d'éligibilité, c'est notamment d'avoir au moins une licence ou un master déjà, ou l'équivalent, parce que vous savez que dans les grandes écoles, ça s'appelle pas master, mais grade master, enfin c'est l'équivalent quoi. Pour le master, j'ai candidaté pour 1 an. Mais c'est possible, si vous avez obtenu votre licence et que vous allez entamer votre master, c'est possible de candidater pour le master 1 et le master 2. Bourse, donc, peut varier entre 10 mois et 24 mois. Donc entre 1 an et 2 mois et 2 ans, pardon, justement en fonction de combien de temps vous candidatez. Qu'est-ce que comprend concrètement cette bourse du DAAD? Donc déjà, elle comprend une bourse mensuelle pour vous aider à financer vos études. Donc une fois sur place, elle comprend la prise en charge de frais médicaux. Elle comprend également la prise en charge des transports, donc pour aller jusqu'en Allemagne, l'allocation annuelle d'études, une aide au logement et des cours d'allemand. Mais également, si applicable, vous pouvez avoir des aides supplémentaires si vous êtes en situation de handicap, mais également si vous
vous avez une famille et que vous souhaitez l'emmener avec vous pour faire vos études. Avant, donc dans l'introduction, j'avais expliqué que il est important d'avoir en tête un projet d'études avant de candidater. Donc comment moi j'ai fait dans un laps de temps très serré pour pouvoir trouver un projet d'études. Il faut savoir que j'ai eu à peu près 2 semaines pour me décider qu'est-ce que j'allais étudier et ensuite faire mes candidatures parce que vraiment j'ai appris tardivement l'existence de ce programme. Il existe un site du DAAD que je vais mettre en description. C'est comme un moteur de recherche en fait. Vous mettez quel grade, dans quel grade vous êtes. Donc est-ce que c'est master, est-ce que c'est PhD. Vous mettez votre domaine d'études. Est-ce que c'est le droit, c'est les mathématiques. Vous pouvez affiner si vous voulez et vous mettez rechercher et donc là ça vous liste tous les établissements qui sont reconnus en tout cas par le DAAD en Allemagne et pour lesquels vous pouvez candidater pour pouvoir prétendre à la bourse du DAAD. Moi j'ai regardé et au début je trouvais pas, il y avait très peu de formations directement pour le master 2. Finalement j'ai réussi à trouver une formation qui m'intéressait. À partir de là en fait j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais créer un projet d'études qui soit cohérent à la fois pour le DAAD mais également pour la structure, donc l'école que je souhaite intégrer parce que en fait il faut candidater 2 fois. Ce qui fait que c'est une procédure assez lourde et longue et qu'il faut être vraiment motivé pour le faire parce que d'un côté il faut être accepté par le DAAD mais de l'autre côté il faut aussi être accepté par l'université dans laquelle vous allez. Donc si par exemple vous décrochez la bourse mais vous n'êtes pas accepté dans l'université, ça ne va pas fonctionner et ensuite bon si vous êtes accepté dans l'université vous pouvez toujours y aller mais si vous n'avez pas la bourse bah du coup ce sera sans le financement du DAAD. Donc moi je voulais vraiment les deux donc j'ai mis toute mon énergie pour créer un projet qui soit cohérent. Et donc en fait, à partir du moment où je connaissais les critères d'éligibilité, j'ai ensuite regardé les documents qui sont à fournir. Donc les documents qui sont à fournir, c'est une lettre de motivation, un CV, nos notes, notamment depuis le début de nos études, une lettre de recommandation, la liste des cours que nous allons suivre à l'étranger. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir quel programme vous allez suivre lorsque vous allez aller en Allemagne. Et ensuite, les tests de langue, donc soit en anglais, soit en allemand, il faut que ce soit le niveau équivalent à la formation que vous demandez. Donc maintenant que moi, j'avais tous ces critères en tête, j'ai juste laissé tout ça mariner quelques jours, le temps de réfléchir à « Ok, comment je peux construire un projet qui soit cohérent ?» Donc j'ai regardé ce que proposait concrètement ma formation, j'ai regardé ce qu'attendait concrètement le DAAD. Donc dans une autre vidéo dans laquelle je parle justement de comment faire une lettre de motivation qui marque l'esprit du jury, j'explique à quel point il est important d'éplucher en fait les sites, les structures auxquelles vous candidatez parce qu'il y a vraiment toutes les informations et souvent on a tendance à lire en biais ou à simplement balayer du regard, donc on ne comprend pas la substance alors que c'est tellement une mine d'informations et rien que dans ces pages-là, les personnes nous disent ce qu'elles veulent concrètement voir dans nos lettres de motivation. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo si vous n'avez pas encore fait. Vraiment noter ce qui était important pour eux. Pour eux, ce qui était important, c'était vraiment le projet. Est-ce que j'ai un projet qui est cohérent? Comment je peux inclure le DAAD dedans? Pourquoi le DAAD, c'est une plus-value pour moi? Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter concrètement? Donc ça, vraiment, j'ai pris du temps à travailler dessus. Et ensuite, j'ai regardé ma formation et je me suis dit, bon, ici, c'est pas forcément l'espace pour expliquer ce qu'est ma formation, etc. dans les détails. Mais du coup, j'ai montré à quel point il y avait une dimension franco-allemande, à quel point c'était dans la continuité de mes études et à quel point le DAAD était un complément naturel et nécessaire pour la réussite de mes études. Vraiment des éléments pour lesquels je vous conseille de prendre du temps à réfléchir et à structurer. Idem pour le CV. En fait, les CV, avant, je faisais vraiment cette erreur de simplement envoyer des CV génériques. Mais c'est important vraiment de personnaliser votre CV selon la personne à qui vous allez l'envoyer. J'ai pas exactement envoyé le même CV au DAAD que à ma faculté dans laquelle je souhaitais candidater. Donc vraiment, c'est important de personnaliser ça et de spécifier
exactement ce que ces structures, ce que ces personnes attendent. Essayez vraiment de prendre le temps parce que c'est votre candidature, c'est votre image, c'est votre histoire et c'est votre avenir. Donc prenez le temps, même si c'est sur plusieurs jours, c'est pas fun sur le coup, mais après, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé au préalable. Au niveau de la sélectivité, donc je saurais pas tellement vous dire, je suis désolée, je ne sais pas combien d'étudiants ont candidaté cette année, mais je sais que lorsque j'ai été à mon séminaire, donc avec tous les boursiers, c'est que il y a eu beaucoup moins de boursiers comparé aux années précédentes et que la sélection a été beaucoup plus stricte. Pour vous donner un ordre d'idée, on était à peu près une dizaine à avoir obtenu les bourses du DAAD. Donc parmi cette dizaine de personnes, il y en avait à peu près 5-6 personnes, donc dont moi, pour le grade master, 4 ou 5 PhD. C'est très sélectif, donc vraiment prenez le temps de faire votre candidature. Donc une fois que j'ai fait ma candidature, et aussi sélectionnez très bien la personne à qui vous demandez une lettre de recommandation, s'il vous plaît. Point qu'il me semble important de mentionner, si vous faites des études par exemple dans le domaine de l'architecture, du design, de l'art ou de la musique, c'est une autre candidature qu'il faut envoyer. Donc il y a d'un côté les sciences dures et les sciences sociales qui ont une candidature commune, et de l'autre côté il y a tout ce qui est davantage du domaine artistique. Il faut bien faire attention à ne pas se tromper lorsque vous allez candidater. Ce que j'ai fait et que je ne vous conseille pas de faire, c'est que j'ai voulu attendre la réponse du DAAD avant de candidater à mon programme d'études en Allemagne. J'ai attendu et j'ai eu la réponse aux alentours du mois d'avril, début avril, si je ne me trompe pas. Donc vraiment, j'étais très heureuse. Mais rapidement, un coup de stress est arrivé. Je me suis dit, oh my god, oh mon Dieu, il faut maintenant que je sois acceptée dans cette formation également. Alors que si vous faites les deux en même temps, non seulement déjà vous avez en tête votre lettre de motivation du DAAD, il me restait moins de temps et après je ressentais davantage cette pression de je dois être prise maintenant. N'oubliez pas en tout cas que c'est des candidatures en deux temps, d'un côté le DAAD, de l'autre côté la formation, mais c'est faisable avec un dossier qui est bien monté, il n'y a pas de raison. Ensuite, je suppose que pour chaque université, les candidatures sont différentes, mais je peux en tout cas vous parler de mon expérience. Comme j'ai appris trop tard l'existence de ce programme, je n'avais pas le temps de repasser des tests de langue. J'ai envoyé un mail, d'ailleurs n'hésitez absolument pas à envoyer un mail. Ils font super vite. Et en plus de ça, ces personnes sont tellement gentilles, je les ai rencontrées en vrai, elles sont adorables. N'hésitez pas à envoyer un mail, n'hésitez pas à vous faire aider si vous en avez besoin. Ensuite, lorsque j'ai candidaté à mon université, donc la priorité numéro 1, c'était justement voilà de passer ce test de langue. Donc je me suis entraînée, j'ai candidaté pour une formation qui est en anglais. J'ai passé le TOEFL IBT, donc je l'avais déjà passé lorsque je devais partir en Afrique du Sud, mais j'ai dû le repasser parce que ça n'était plus valable de quelques mois. L'université demandait un certain niveau, donc c'était un niveau C1 en anglais. Également, voilà, une lettre de motivation, les notes, diplôme et tous ces éléments-là. J'avais plus de temps pour pouvoir faire ce dossier-là, donc j'ai vraiment pris mon temps. Je pense que j'ai pris à peu près un mois pour faire ma candidature. Les endroits où j'ai passé le plus de temps, c'était pour structurer et rédiger ma lettre de motivation, ainsi que mon CV. C'est vraiment les éléments qui m'ont pris le plus de temps. Et à chaque fois, j'essaye de faire des CV, des lettres de motivation qui vont marquer les personnes qui vont me lire, et c'est pour ça que j'y prends énormément de temps. Et dans ma vidéo dans laquelle je vous parle de comment faire une lettre de motivation qui marque l'esprit du jury, l'intelligence artificielle, ça peut être très utile. Donc non pas pour rédiger à votre place votre CV ou votre lettre de motivation, absolument pas, mais simplement pour mieux comprendre les attentes de la structure en face. Donc d'abord, moi j'ai épluché par moi-même le site, j'ai regardé les témoignages, etc. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo parce que j'explique tout, et notamment pour les critères de sélection, parce qu'ils mettaient chaque élément dans notre candidature valait un certain nombre de points. Et si on avait un certain nombre de points qui étaient trop bas, on n'était pas du tout admissible. Si on avait un autre certain nombre de points, là on était admissible et il fallait passer un oral. Et si on avait un maximum de points, et bien là on
passer directement sans faire l'entretien. Donc moi, je n'ai pas du tout fait d'entretien. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces critères de sélection et j'ai pris tous les éléments importants qui résumaient en fait ma formation. J'ai rentré ça dans une intelligence artificielle. Il faut savoir qu'au préalable, j'avais déjà commencé à rédiger ma lettre de motivation, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé ces éléments-là à l'intelligence. Je lui ai dit, sur la base de ces éléments et sur la base des critères du jury, dis-moi si ma lettre de motivation reflète les attentes que le jury pourrait avoir. Donc là, hop, j'ai mis ma lettre de motivation dedans, donc bien sûr, pensez à dépersonnaliser entre guillemets, enlever vos noms, votre date de naissance ou que sais-je, votre adresse, parce que c'est quand même des sources ouvertes, donc il faut éviter, enfin même mes noms d'école, etc., je les mettais pas. Vous envoyez ça à l'intelligence artificielle qui fait un retour et moi je lui demandais de me faire des notes. D'ailleurs, je trouvais sévère, je trouvais cette intelligence artificielle sévère, d'accord. Et donc à chaque fois, ça me permettait d'améliorer des éléments. Et bien sûr, j'évitais de reprendre ces tournures de phrases à l'intelligence parce que après, ça allait dire que c'était pas généré par moi. Donc simplement, je prenais note de ce qu'on me disait et ensuite j'améliorais ma candidature. Donc vraiment ça, je pense, j'ai donc entre le temps de lire le site, de rédiger, de faire passer dans l'intelligence artificielle, je pense que j'ai dû mettre au moins une semaine pour rédiger ma lettre de motivation. Mais vous voyez, ça vaut le coup parce que après, je n'ai pas passé d'entretien. Donc ça, c'est vraiment super. Moi, je préfère passer beaucoup de temps sur mes candidatures et hop, après, tout s'accélère naturellement plutôt que de pas passer du temps et d'envoyer une candidature dont je suis pas hyper contente. J'ai lancé une newsletter dans laquelle tous les dimanches, sans exception, j'envoie des conseils à toutes les personnes qui souhaitent s'améliorer dans leurs études. Donc que ce soit dans votre organisation, que ce soit dans votre rédaction, que ce soit dans vos objectifs académiques, que ce soit dans la structuration de votre plan d'études. Je partage des ressources dedans, je partage mon expérience et je partage également voilà, soit des listes de lecture, soit des articles, des références, des livres. Si ça vous dit, n'hésitez absolument pas à vous joindre au club en rentrant votre petite adresse email dans le lien en description. La date butoir, c'était le 15 mai si je ne me trompe pas, donc j'ai dû finaliser ma candidature autour du 12. C'est toujours mieux de finir sa candidature avant pour avoir l'esprit tranquille. Pour les résultats, j'ai dû les avoir, c'est eu quelques semaines plus tard finalement. Je crois que j'ai eu mes résultats aux alentours du 22 mai, donc ça a été très très rapide. Et j'ai été hyper contente d'avoir été prise. Si la formation vous intéresse et si vous avez l'opportunité de pouvoir décrocher une bourse, alors pourquoi pas si c'est une perspective qui vous intéresse. En tout cas, je voulais partager ça avec vous parce que je pense que dans tous les cas, il faut toujours candidater, même si on a le sentiment qu'on ne va pas être prise ou pris. Il faut candidater parce qu'on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises. Et je dirais même que parfois on a tendance à sous-estimer nos capacités, alors même que on pourrait légitimement avoir notre place dans tel ou tel milieu. Donc c'est pour ça que il faut candidater. Si vous n'êtes pas pris, vous savez que vous n'avez pas été pris, mais si vous ne candidatez pas, vous ne savez pas si vous auriez pu être pris ou si vous alliez être refusé. C'est finalement abandonner avant même d'essayer. Donc même si ça prend du temps, même si vous dites « Oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à faire », moi c'était une période très stressante, j'avais mes examens de droit à passer, je travaillais à côté et j'étais également en train de créer ma marque de carnet. Donc ça tombait pas à pic entre guillemets, mais c'est quelque chose que je voulais faire. En fait, ignorez cette voix dans votre tête qui vous dit « Vous n'allez pas y arriver, ça sert à rien même d'essayer. » Essayez. Il y a que ce qui est écrit noir sur blanc, vous êtes admis ou non admis, qui pourra juger. Et même si vous avez été refusé une fois, vous pouvez recandidater l'année d'après et être pris. Donc vraiment, candidatez dans tout ce que vous voulez. Et faites-le avec toute votre énergie et je vous promets qu'il n'y a pas de raison. Moi, je veux partager ça avec vous parce que ça me tient à cœur que vous réussissiez dans vos études, que vous réussissiez
dans le monde professionnel et on est tous ensemble dans le même bateau. Et aussi, si vous avez des questions, des éléments comme ça, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis toujours aussi ravie de faire des vidéos et j'espère que vous appréciez les regarder et qu'elles sont instructives pour vous. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.